bienvenue à notre matinale IEM de ce jour. Vous savez tous qu'on est dans la semaine internationale de la médiation, que la médiation a le vent en poupe, qu'il y a énormément de réunions passionnantes, dont notamment ce soir, le colloque qui est organisé à la Cour d'appel de Paris que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt sur le regard croisé sur la mise en œuvre du devoir de vigilance, où nous avons eu le retour de témoignages de magistrats, de membres d'ONG, d'avocats, et franchement, le sujet est porteur. Alors, nous avons ce matin la personne idoine pour nous en parler. J'ai le plaisir de vous présenter Valentina Lana. Alors, Valentina a beaucoup de casquettes parce qu'elle est avocat. Bon, c'est évidemment une base extrêmement solide et intéressante, mais en plus, elle a une expérience tout à fait particulière parce qu'elle a travaillé, nonobstant son jeune âge, pendant plusieurs années avec Michel Sapin, et elle a collaboré avec lui à l'élaboration de la fameuse loi Sapin 2, qui a été publiée le 9 décembre 2016, qui faisait suite à la loi Sapin 1. Mais vous savez que c'est à cette période-là, alors que la France était le mauvais élève et était pointée par le CDE, qu'on a décidé d'édicter une loi pour moderniser l'économie et la loi applicable à l'économie française et créer le respect de ce qu'on a découvert à l'époque, pour ceux qui n'étaient pas juristes, de la compliance, qui était le souci d'agir avec éthique et responsabilité. Alors, c'est à cette époque qu'on a vu apparaître le code de bonne conduite, les lanceurs d'alerte, plein de choses dont nous n'avions pas vraiment connaissance. Et le thème de notre matinale de ce matin, qui est de savoir agir avec éthique et responsabilité, médiation, éthique et vigilance, elle va nous l'enseigner. Après avoir travaillé avec Michel Sapin sur cette loi, elle enseigne aussi à Sciences Po, et c'est son domaine d'activité majeur. Et elle fait aussi partie d'un think tank dont je t'avoue, Valentine, que j'ai découvert l'existence, qui s'appelle le German Marshall Fund, qui regroupe des jeunes d'excellence spécialistes de ces questions et qui fait des recherches sur 4 points: le déclin des démocraties, la sécurité, la montée de la Chine, les nouvelles technologies. Ce sont des thèmes extrêmement anxiogènes pour les gens de ma génération qui croyaient qu'avec l'Europe, eh bien, tout ça allait être définitivement réglé, mais ça n'est pas le cas. Donc, Valentina, je te laisse la parole aujourd'hui pour nous expliquer en quoi la médiation peut être utile, voire indispensable, pour respecter à la fois l'éthique, mettre en œuvre le devoir de vigilance et avoir une gouvernance novatrice et améliorée pour les entreprises françaises. Valentina, je te donne la parole. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un grand honneur de pouvoir intervenir pendant la semaine de la médiation et après un colloque si prestigieux, si important. Catherine, merci. On s'est rencontrés fin juillet, tu m'as ouvert la porte. Jocelyne, on a discuté sur les détails de cette intervention. Un autre petit clin d'œil, un autre merci très chaleureux à Myriam Ibli Teanu, qui est un de vos membres et qui est la personne qui a indiqué mon nom pour discuter de ces thèmes. Or, médiation, devoir de vigilance, éthique et gouvernance. Je commence en vous dévoilant un petit secret. En juillet-août, on essayait de définir le titre de mon intervention. Et moi, j'ai proposé dans le titre d'insérer le mot représailles. Or, ce n'est pas un mot qui évoque les notions les plus agréables et les plus positives. Et donc, Jocelyne et Catherine, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'élégance, ont essayé de me rediriger vers quelque chose un petit peu moins intimidant. Et moi, qui suis quelqu'un de têtu, voulais absolument garder ce mot représailles pour 2 raisons. D'une part, le mot représailles est le mot-clé dans la protection qui est accordée aux lanceurs d'alerte, comme Catherine l'évoquait, un des piliers de la loi Sapin 2 de 2016, la protection du lanceur d'alerte, la personne physique qui signalerait des comportements contraires à la loi ou aux règles éthiques. Et deuxièmement, représailles parce que les dispositifs d'éthique des affaires, les dispositifs qu'on appelle de compliance, de conformité, ont créé des droits qui sont parfois utilisés par des parties prenantes à la vie de l'entreprise mécontentes, des anciens salariés, des fournisseurs qui, pour une raison ou pour une autre, en veulent à l'entreprise, utilisent les droits créés par les dispositifs de conformité pour des représailles, à savoir, je suis mécontent et j'essaie d'avoir une revanche
en me faisant lanceur d'alerte. Donc, c'est pour cela que j'avais à cœur ce mot et qu'il y a toute cette anecdote autour du mot représailles. On peut arriver au thème de mon intervention d'aujourd'hui. Je voudrais essayer de discuter avec vous comment les techniques, les modalités, la philosophie même de la médiation peut aider à mieux construire, à mieux mettre en œuvre les programmes de conformité issus des lois en matière d'éthique des affaires et ainsi réduire les risques de représailles de conséquences négatives et renforcer même les initiatives éthiques des entreprises. Je vais donc vous indiquer très rapidement quelles sont les sources de ces obligations éthiques qui nous sont faites par la loi française, le contenu, les obligations même de ces deux lois principalement, et ensuite le cœur du sujet qui nous intéresse, à savoir comment et pourquoi la médiation peut aider à mieux se mettre en conformité avec ses obligations, à mieux porter ses engagements en matière d'éthique. Et je vous donnerai... Valentina, vous nous avez fait une petite blague là, c'est que vous parlez dans un micro qui n'est pas celui où on vous voit. Donc on vous voit qu'en tout petit et on voit écrit en gros Valentina sur un écran noir. Est-ce que c'est possible de changer? Moi, je suis sur un écran, je vois rien, moi. Est-ce que maintenant c'est mieux? Non, parce qu'avec les deux micros, ça fait du Larsen quand vous faites ça. Ah. C'est moins bien parce que ça crée un fond sonore très désagréable. Les deux micros font du Larsen entre vos deux micros. Est-ce que maintenant... Il me semble qu'il vaut mieux revenir à l'organisation d'origine parce qu'on vous entend. Et là, c'est bien, là. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ah bah oui. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Désolée. Je reprends. Ma troisième part, donc je vais vous proposer une intervention en trois parties. Les sources, donc les lois qui ont imposé en France des programmes en matière d'éthique des affaires. Ensuite, le contenu, les obligations qui sont faites. Et la troisième partie qui sera, j'espère, à vos yeux la plus intéressante, à savoir comment la médiation peut aider à mieux se mettre en conformité avec ses obligations, donc à mieux construire des programmes de conformité. Et je commence donc par les sources. Quelles sont les deux lois qui ont créé en France des obligations en matière d'éthique des affaires? La loi Sapin II et la loi sur le devoir de vigilance. La loi Sapin II, comme Catherine le disait il y a quelques minutes, c'est une loi de 2016, publiée le 9 décembre 2016. Ce n'est pas une coïncidence, la publication le 9 décembre, et c'est la journée internationale en matière de lutte contre la corruption. La loi Sapin II était une loi dont le titre, donc dans le journal officiel, vous ne lirez pas loi Sapin II, mais c'est la loi relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. C'est une loi très longue, c'est une loi de fin de mandat. Elle avait vraiment été utilisée pour insérer des contenus, faire passer des réformes à la toute fin du mandat du président Hollande. Ça se terminerait en mai 2017. Et donc, c'est une loi qui est très riche et très longue. 169 articles, dont que 30 consacrés à la lutte contre la corruption. Mais c'est à ce titre qu'on a identifié la loi Sapin II. C'est la loi en matière de lutte contre la corruption. Donc, toutes les entreprises parlent de loi Sapin II comme de loi anticorruption. La loi devoir de vigilance, une fois de plus, journal officiel, vous lirez loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, est une loi publiée le 27 mars 2017. Contrairement à la loi Sapin II, c'est une loi beaucoup plus synthétique et c'est une loi qui esquisse un programme sans rentrer dans les détails comme la loi Sapin II l'avait fait pour la lutte contre la corruption, mais qui néanmoins a permis à la France de s'ériger en pays pionnier en matière de devoir de vigilance. C'est quoi le devoir de vigilance? C'est une notion juridique qui est venue casser la notion de responsabilité de la personne morale pour ses propres agissements. Avec le devoir de vigilance, la responsabilité d'une entreprise est mise en cause, non seulement pour ses propres agissements et les conséquences directes, mais aussi pour les activités en lien menées par les sociétés filles, donc la chaîne de filiation, les filiales, mais aussi par les tiers, les fournisseurs, les sous-traitants qui participent à l'activité de l'entreprise. Autrement dit,
si en tant qu'entreprise, j'ai un sous-traitant qui exploite le travail des mineurs, le travail des enfants, et que je le fais en toute connaissance de cause, il faut considérer que ma responsabilité est engagée puisque j'ai fait le choix intentionnel de travailler avec un sous-traitant qui a ce type d'agissement. Donc ça, c'est le devoir de vigilance. Nous avons donc une loi très aboutie, la loi Sapin 2, très longue, très détaillée, qui définit dans les détails un programme anti-corruption, est une loi beaucoup plus, j'ai envie de dire, légère, qui est vraiment en surface, mais qui, néanmoins, compte tenu de l'époque, mettait la France en posture de pionnière en matière de devoir de vigilance. Donc ça, ce sont les deux obligations, une loi de 2016 et une loi de 2017. Pour venir aux obligations, au contenu de ces programmes d'éthique des affaires qui sont imposés. Tout d'abord, c'est quoi un programme d'éthique des affaires, un programme de conformité? Ce sont des programmes de gestion des risques. Le code pénal français en 2016 était déjà très complet en matière de corruption, avec différentes formes de corruption, active, privée, côté de la demande, côté de l'offre, corruption d'argent public étranger. Avec la loi Sapin 2, on est venu imposer une obligation en plus, à savoir une obligation de prévention. Non seulement vous devez vous abstenir de tout acte de corruption, mais vous devez aussi prendre les mesures nécessaires à ce que cette corruption ne vienne pas abîmer la vie de l'entreprise ou des activités du secteur public. Donc, la loi anticorruption qui a fait plein de choses, par exemple, insérer dans l'ordonnancement juridique français la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, thème qui pourrait être certainement traité lors d'une autre matinale, puisque ça inclut de la négociation, donc de la médiation, mais ce sera pour une autre fois. La loi Sapin 2 a introduit une obligation de création d'un programme de lutte contre la corruption. Détaillé à l'article 17, c'est quoi un programme de lutte contre la corruption? C'est un programme de gestion des risques de corruption. Donc, les ingrédients sont 8, le code de conduite, le dispositif d'alerte, la cartographie des risques, l'évaluation des parties tierces, les contrôles comptables, la formation, le dispositif disciplinaire et un programme de monitoring, ou pour parler en bon français, de suivi et d'évaluation du programme même, de la gestion des risques. Pilier le plus important, même aux yeux de l'Agence française anticorruption, c'est la responsabilité, l'engagement des dirigeants. Il est écrit entre les lignes de l'article 17, donc l'AFA, l'Agence française anticorruption, a explicité que le programme anticorruption doit vraiment être l'expression de la volonté de l'engagement des dirigeants. En anglais, on appelle ça le tone from the top. Ce sont les dirigeants qui doivent donner le ton en matière d'engagement éthique. Et ça, c'est pour la loi Sapin 2, dispositif très abouti, détaillé par l'AFA. Ensuite, la loi sur le devoir de vigilance, comme je vous le disais, qui est une loi très courte, ça ne fait que 4 articles, nous indique comment préparer et rédiger un plan de vigilance. Les ingrédients sont très proches de ceux de la loi Sapin 2 et ce n'est pas une coïncidence, ce sont vraiment des lois très proches, voulues par la même personne, Michel Sapin avec qui je travaille. Le contenu, c'est cartographie des risques, évaluation des parties tierces, action d'identification des risques et d'atténuation des atteintes graves en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales, de santé et de sécurité et d'environnement. Dispositifs d'alerte et mécanismes de suivi. Donc, les piliers, les ingrédients des deux sont très proches, des programmes de conformité, des programmes de gestion des risques. Maintenant, les entreprises qui ont l'obligation de prendre ces mesures, de mettre en œuvre ces programmes, pourquoi devraient-elles utiliser les techniques de la médiation pour mieux faire? Est-ce qu'il y a une raison pour ce faire? Je vais essayer de vous indiquer quelles sont, à mon avis, les 4 raisons qui font que la médiation pourrait permettre de mieux incarner les obligations qui sont faites par la loi. Première raison, la connaissance des risques. Comme je vous le disais tout à l'heure, les programmes de conformité sont des programmes de gestion des risques. Pour bien gérer les risques, il faut bien identifier les risques. Et dans les 2 lois, on nous oblige à créer des cartographies des risques. Or, quand je parle à mes étudiants, avec Michel Sapin à Sciences Po, on a l'habitude de dire qu'une cartographie des risques est un exercice, avant d'être un document, qui permet de faire une photo du paysage des risques.
Si moi je considérais que mon entreprise était une maison, la cartographie des risques serait une analyse, un état des lieux et ensuite une photo pour voir quelles sont les portes, les fenêtres, les trous dans les murs qui permettent à la corruption de venir abîmer cette maison qui est mon entreprise. Et donc, la cartographie des risques est tout d'abord une photographie fidèle du paysage des risques auxquels, en tant qu'entreprise, je suis exposée. Et ensuite, c'est un peu une recette de cuisine. Une fois que moi j'ai identifié les risques, je peux déterminer la quantité et la qualité de mesures de gestion des risques. Par exemple, si je sais que j'ai un risque fort compte tenu de mes relations avec la sphère publique, dans mes formations, dans mon code de conduite, je vais mettre en exergue ces thèmes-là. Donc, la cartographie des risques, la FA nous dit, pour bien réaliser une cartographie des risques, pour bien connaître toutes les ailes, toutes les parties de la maison, il faut que tous les habitants de la maison soient impliqués, puisque vous avez un PDG qui connaît bien le 7e étage et vous avez une directrice de la conformité qui connaît le 6e, un directeur financier avec leurs équipes qui connaissent le 5e étage. Et vous avez aussi les différents membres de l'équipe qui connaissent les différentes pièces, les différentes salles des étages. Et donc, si vous voulez avoir une image fidèle, une cartographie des risques bien réalisée, il faut impliquer les différents habitants de la maison entreprise pour bien arriver à connaître la maison et savoir où sont, une fois de plus, les portes, les trous dans les fenêtres, les petits trous qui permettent effectivement à la corruption de venir abîmer l'activité de l'entreprise. Et donc, si on passe par la médiation, si on passe par l'écoute active, par une forme d'empathie, d'écoute dans laquelle on prend en compte les besoins de l'autre, la connaissance de l'autre, les nécessités de l'autre. Si on prend en compte aussi le point de vue de l'autre, sa connaissance historique de l'entreprise, et donc vraiment une médiation basée sur le fondement de la médiation qui est l'écoute active, la communication non violente, on peut, et en impliquant un grand nombre de membres de cette maison, d'habitants de cette maison, on peut arriver à une cartographie des risques qui est précise et qui permet de bien identifier quels sont les risques, ce qui est la base pour la conception de tout programme d'éthique des affaires. Donc, première raison d'utiliser la médiation, d'écouter activement, d'impliquer, d'avoir une communication ouverte, une communication non violente, d'essayer de prévenir les risques, de reconnaître là où est l'autre, c'est effectivement la visualisation, la prise en compte des risques. Deuxième raison, si moi j'implique un maximum de personnes dans la réalisation de ma cartographie des risques et ensuite dans la mise en œuvre de mon programme d'éthique des affaires, que ce soit plan de vigilance, que ce soit programme de prévention de la corruption, toutes les personnes qui participent à cette activité, qui est une activité qui est le fruit d'une forme de médiation, se sentiront acteurs de ce programme. Ils n'auront pas l'impression de subir le programme, de devoir respecter des règles qu'ils n'arrivent pas vraiment à comprendre, donc ils n'arrivent pas à saisir l'objectif. Et ces acteurs-là seront les premiers à vouloir faire vivre ce programme de conformité, comme pour nos enfants, on a envie qu'ils puissent avoir une réussite. Et donc, si moi, je suis acteur ou actrice du programme, dans l'analyse des risques et dans la conception des règles, j'aurais envie que le programme puisse vivre, être bien incarné, et je serai aussi ambassadeur de ce programme. J'en parlerai autour de moi. Imaginons, exemple pratique, une politique clé en matière d'éthique des affaires est la politique cadeaux et invitations. Si moi, en tant que salarié de l'entreprise, je participe à la définition des seuils, des fréquences, donc à la définition des règles et des bonnes pratiques en matière de cadeaux et invitations, j'en parlerai autour de moi d'un point de vue formel lors de sessions de formation, mais j'en parlerai autour de moi aussi de façon informelle pour informer mes collègues, pour donner des conseils. Et là aussi, en étant actrice et ambassadrice du programme, je permettrai au programme anticorruption ou au plan de vigilance de vivre et d'être conforme à la loi, non seulement comme effet d'une contrainte, et là aussi, c'est l'avantage de la médiation. Ce ne sera pas simplement la loi qui nous impose
et donc ce sera subi, mais ce sera une volonté, une forme d'incarnation par des membres de la société qui se sentent acteurs et se font ambassadeurs de ce programme. Jocelyne, je vous laisse vous indiquer ce que j'ai remarqué moi aussi. Non, non, ça va, c'est en train d'être coupé, c'est fait. Très bien. Je continue. Donc, la deuxième raison d'utiliser les techniques de la médiation, écoute active, approche fondée sur la personne, communication non violente, la programmation neurolinguistique, donc trouver un langage commun, trouver un terrain d'entente, c'est le fait de créer des acteurs et des ambassadeurs et donc de renforcer la conformité à ces programmes et de les porter de façon forte. La troisième raison, qui est un peu une conséquence de la deuxième, lorsque vous avez des acteurs et ambassadeurs du programme, donc un nombre important de salariés qui se sentent partie prenante dans la conception de ces programmes, qui s'en font les ambassadeurs et qui vont en parler autour d'eux, vous avez une culture qui va se créer. Les gens commencent à parler des règles en matière de conformité et donc cela devient une culture commune. Ce sont des codes partagés, c'est un langage partagé et donc le plus grand nombre comprendra de quoi il s'agit, comprendra l'objectif et n'aura pas à trop s'interroger lorsqu'il reçoit un cadeau, il veut présenter une invitation, puisque les règles seront quelque part une partie d'un bagage commun et donc de façon tout à fait naturelle et spontanée, il y aura une adhésion à ces programmes, à ces pratiques, à ces règles. Et donc, la raison pour laquelle il faut embarquer les personnes, discuter avec eux de façon ouverte, de façon non violente, est que, in fine, vous aurez un niveau d'adhésion d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point de vue qualitatif, beaucoup plus élevé. Il y aura une adhésion spontanée puisque tout le monde se sentira du même côté, non pas moi contre les autres ou les autres contre moi, mais tous ensemble pour essayer de respecter la loi, mais aussi d'incarner un engagement éthique et une envie de bien faire les choses. Je vais vous indiquer une dernière raison, une quatrième raison. Je pense que nous sommes OK avec les temps, 54, afin que je puisse vous expliquer la quatrième raison pour laquelle, à mon avis, la médiation est un véritable atout dans la conception et dans la mise en œuvre des programmes en matière d'éthique des affaires. La loi sur le devoir de vigilance nous impose de prévenir les risques et atténuer les atteintes graves en matière de droits de l'homme et des libertés fondamentales, de santé et de sécurité et d'environnement. Or, pour prévenir les risques et surtout pour atténuer les atteintes graves, encore faut-il avoir une connaissance des risques et une connaissance des atteintes. Si moi, je centralise la création de mon programme de vigilance et je limite cela à 2 ou 3 personnes qui sont au dernier étage et qui dirigent l'entreprise, je n'aurai certainement pas la connaissance nécessaire pour identifier les risques. On a parlé à propos de la cartographie des risques, mais j'aurai encore moins la connaissance ou la sphère d'action pour connaître quelles sont les atteintes graves. Pour connaître les atteintes graves, il faut que tout le monde puisse avoir la possibilité de dire « je suis la filiale qui est dans un village au fin fond de je ne sais pas quel pays très éloigné de la France et il faut que j'ai la possibilité de communiquer, de vous dire quel est un risque ou quelle est une atteinte grave qui est en train d'être perpétrée en ce moment. » Et donc, il faut que tout le monde soit mobilisé puisque si les gens ne s'emparent pas de façon générale de ce dispositif, ces atteintes graves ne pourront jamais être connues et donc ne pourront jamais être atténuées. Et donc, la médiation nous permettrait d'impliquer, d'embarquer de façon non violente, de façon non menaçante, le plus grand nombre de salariés de la société afin qu'eux-mêmes puissent s'emparer de ces engagements et venir signaler les situations qui mettraient la société en situation de défaillance, de non-respect d'une obligation. Exemple pratique, dans ce pays très éloigné de la France, dans un village un peu perdu dans une forêt,
il y aurait un établissement, une usine, dans laquelle le travail de quelques mineurs, de quelques enfants serait exploité. Or, si jusqu'à cette ramification extrême de la société, les salariés savaient qu'il y avait un engagement en matière d'éthique des affaires et que la possibilité était ouverte pour signaler de façon anonyme, de façon protégée, comme par des mécanismes de lancement d'alerte, cette atteinte, or la société pourrait très rapidement et avant que les conséquences ne s'aggravent, s'emparer de la situation et essayer, comme le devoir de vigilance nous le dit, d'atténuer les conséquences. Donc, quatrième raison pour laquelle la médiation peut aider à mieux concevoir et mettre en œuvre les programmes d'éthique des affaires, c'est la prévention des risques et l'atténuation des conséquences graves. Bon, je reviens avant de conclure sur les 4 raisons pour lesquelles l'écoute active, l'approche centrée sur la personne, la communication non violente, dont tout ce qui rentre dans la notion de médiation peut aider, c'est l'identification des risques. Tout le monde permet de prendre cette photo qui est la photo de ma maison, de ses trous, de ses portes, de ses fenêtres. C'est aussi avoir des acteurs et ambassadeurs, c'est d'avoir un niveau qualitatif et quantitatif de respect des obligations plus élevé, et c'est aussi de mieux prévenir les risques et surtout de mieux atténuer les atteintes. Et donc, pour conclure, et je reprends ce mot initial, et Catherine et Jocelyne ne m'en voudront pas, qui sont les représailles. Quand est-ce qu'on a envie de représailles? En général, lorsqu'on se sent victime, lorsqu'on se sent quelque part abusé, lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on subit. En revanche, lorsqu'on se sent acteur d'un dispositif, lorsqu'on est partie prenante active, comme l'écoute active, il y a les parties prenantes actives, on n'a absolument pas envie de revanche. On a envie que le programme puisse vivre, être incarné, être pérennisé. Et comme la médiation met tout le monde du même côté, essaie de trouver des finalités et des objectifs communs, lorsque vous concertez ces programmes-là, lorsque vous insérez les techniques de la médiation, vous arrivez à un programme dans lequel les envies de représailles seront beaucoup plus faibles et donc le programme pourra vraiment vivre sans ennemis, mais avec une équipe de personnes alliées qui portent les mêmes objectifs par les mêmes actions. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Valentine. Je voulais juste faire une petite remarque. C'est très intéressant, mais je dois faire la mouche du coche. Donc, effectivement, on est persuadé que tes 4 raisons et la métaphore de la maison a été extrêmement utile pour notre compréhension. Mais la question que je me pose, c'est que les parties prenantes sont extrêmement diversifiées. On a des syndicats, on a des salariés, on a des fournisseurs. Enfin bon, les parties prenantes sont multiples. Première observation. Et deuxième observation, on ne peut pas organiser une médiation sur tous les sujets. Donc, de ton point de vue, comment organiser une médiation utile quand on a autant de parties prenantes et autant de sujets? Est-ce qu'il ne faut pas canaliser le champ d'application de la médiation et comment faire en pratique? Question piège. La question est tout à fait légitime et je pense que la réponse passe par une bonne gestion du projet de médiation ou bonne gestion du projet de création du programme en passant aussi par la médiation. Il faut qu'en amont, une forme de pré-cartographie soit réalisée dans laquelle j'identifie les activités principales, les zones géographiques pour arriver à créer des macro-catégories, des macro-groupes, en partant desquels je pourrais fixer la liste des personnes qui seront mes interlocuteurs. Sans oublier qu'il y a différents formats et dont je peux avoir effectivement des entretiens, vraiment des entretiens de médiation avec les représentants des différents interlocuteurs de ces macro-catégories, mais aussi il faut envisager une communication large qui ne peut pas être des entretiens en one-on-one, mais avec des focus group, avec des webinaires, avec des plénières.
Et donc, j'identifie quelles sont mes activités principales, mes géographies principales. Ensuite, j'identifie les interlocuteurs principaux, les interlocuteurs que je veux insérer dans mon dialogue, dans toutes les hiérarchies. Et j'essaye, autant que faire se peut, d'impliquer le plus grand nombre dans des formats qui le permettent. D'accord. Et est-ce que ça ne veut pas dire finalement qu'il faudrait que des médiateurs se spécialisent dans ce type d'intervention? Parce que le chef d'entreprise tout en haut, au 7e étage, il n'a pas une vision globale de tous les trous et les fuites dans sa maison. On a bien compris que c'est une alliance avec tous les étages et tous les membres de l'entreprise. Mais pour déterminer aussi comment va marcher une médiation, est-ce que finalement l'expérience du médiateur n'est pas indispensable pour faire cette espèce de projet de médiation dans ce cadre spécifique-là? Alors, je réfléchissais à cela pendant que je préparais mon intervention d'aujourd'hui et je me disais que effectivement, le médiateur dans le cadre de la conception d'un programme d'éthique des affaires, plan de vigilance, programme anticorruption, doit être un médiateur qui connaît bien ces dispositifs-là et qui est un médiateur capable de gérer un projet. La médiation n'intervient pas tout seul dans le cadre de quelques échanges pour trouver une solution à une situation de conflit. Parfois, au moment de la conception de ces programmes, il n'y a même pas de conflit. Le conflit peut arriver plus tard si des voix n'ont pas été prises en compte, si des personnes n'ont pas été écoutées. Mais le médiateur est un médiateur qui là intervient très en amont avec cette capacité à mobiliser et aussi cette capacité de prévention et de prévision de ce qui pourrait arriver, là où il pourrait y avoir des failles. Et donc, c'est vraiment un médiateur qui sait gérer un projet et qui sait aussi porter ce type de programme-là. Et donc, effectivement, c'est un médiateur très particulier, celui auquel je pense, c'est un médiateur hautement formé à ces programmes-là, à l'éthique des affaires. D'accord, merci beaucoup.